Le matin s'installe doucement sur Montpellier, enveloppant la ville d'une lumière paisible qui contraste violemment avec les tensions invisibles déjà en train de se nouer. Chez Elisabeth Bastide, tout semble d'abord parfaitement ordinaire, presque rassurant dans sa routine soigneusement entretenue. Assise face à Alain, elle partage un petit déjeuner où chaque geste paraît maîtrisé, chaque regard semble prolonger une complicité construite au fil du temps, donnant l'illusion d'un équilibre stable que rien ne pourrait venir perturber. Pourtant, cette stabilité ne repose en réalité que sur une surface fragile, prête à se fissurer au moindre choc. Lorsqu'Alain se lève pour aller chercher du café, laissant Elisabeth seule quelques instants dans la cuisine, le silence qui s'installe change imperceptiblement de nature, devenant plus dense, presque oppressant, comme si quelque chose d'invisible venait de s'introduire dans l'espace. Dans ce moment suspendu, Elisabeth se tourne vers le courrier posé devant elle, accomplissant un geste banal sans imaginer qu'il va bouleverser tout ce qu'elle croyait contrôler. L'ouverture de l'enveloppe ne provoque d'abord aucune réaction particulière, mais dès que son regard se pose sur son contenu, le temps semble brutalement se figer. La photographie qu'elle découvre ne laisse aucune place au doute. Le baiser échangé avec Fourneau y apparaît dans toute sa clarté, capturé sans leur consentement, exposé sans filtre, transformant un moment qu'elle pensait enfoui dans le secret en une preuve irréfutable. Le choc est immédiat, mais il ne s'exprime pas par un mouvement brusque ou un cri. Au contraire, tout se passe intérieurement, dans un effondrement silencieux où la respiration se coupe, où la pensée se désorganise, avant de se reconstituer autour d'un seul axe dominant, la peur. Une peur froide, méthodique, qui ne laisse aucune place à l'émotion sentimentale, car ce qui envahit Elisabeth n'est ni la culpabilité ni le regret, mais une angoisse stratégique tournée vers les conséquences. Dans son esprit, les scénarios s'enchaînent avec une précision glaçante, dessinant déjà les contours d'un désastre possible où Alain découvrirait la vérité, entraînant une rupture irrémédiable, une perte de crédibilité, et surtout une perte de contrôle sur l'image qu'elle s'efforce de maintenir. Dans un réflexe presque instinctif, elle referme l'enveloppe comme si ce geste pouvait contenir la menace, mais elle comprend immédiatement que la réalité ne peut pas être enfermée aussi facilement. Au même instant, ailleurs, Fourneau reçoit exactement le même message, la même photographie, la même intrusion dans son intimité, et la même prise de conscience s'impose à lui avec une évidence implacable. Cette situation n'a rien d'accidentel. Il ne s'agit pas d'une fuite incontrôlée, mais d'une action délibérée, pensée et exécutée avec précision, ce qui signifie qu'une volonté extérieure est déjà à l'œuvre. Pendant que ces deux trajectoires convergent vers une même inquiétude, la vie semble suivre son cours ailleurs avec une légèreté trompeuse. Noura, encore étrangère à la violence des événements qui se préparent, discute avec Pablo d'un projet simple, presque banal, qui consiste à partir en auberge de jeunesse pendant quelques jours, une parenthèse qui symbolise à la fois l'insouciance et le besoin d'évasion. Cependant, derrière cette apparente simplicité, une première tension apparaît lorsque Pablo exprime une réserve liée à sa situation financière, préférant attendre son salaire avant de s'engager pleinement, ce qui introduit une différence de rythme entre lui et Noura, révélant une dynamique relationnelle encore fragile. L'intervention de Hugo, qui propose d'avancer l'argent, ajoute une dimension supplémentaire à cette scène, car elle montre qu'un regard extérieur perçoit déjà les déséquilibres et tente d'y répondre de manière pragmatique. Dans le même temps, une autre ligne narrative se met en place, plus discrète mais tout aussi déterminante, à travers Salomé, dont la position émotionnelle vis-à-vis de Pablo reste ambiguë, oscillant entre passé et attachement non résolu. Lorsque l'information selon laquelle Noura a passé la nuit chez Pablo arrive jusqu'à elle, ce qui aurait pu rester un simple détail devient immédiatement une source de douleur profonde, car elle interprète cet événement comme une preuve de remplacement, une confirmation qu'elle n'occupe plus la place qu'elle pensait encore conserver. La confrontation qui suit avec Pablo ne se limite pas à une dispute ordinaire, mais s'inscrit dans un mouvement plus large de rupture émotionnelle où la colère devient le seul moyen de se protéger contre une blessure narcissique intense. En rejetant Pablo de manière brutale, en refusant tout contact futur, Salomé tente de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe, mais ce geste, loin de la libérer, la plonge dans un état de fragilité accrue. C'est précisément dans cet état que Clara intervient, occupant une position clé dans l'évolution des événements à venir. En observant la détresse de son amie, Clara ne se contente pas de compatir, mais commence à structurer une lecture de la situation qui simplifie les responsabilités de manière dangereuse, désignant implicitement Noura comme la cause principale de la souffrance de Salomé, tout en attribuant à Pablo un rôle de fautif. Pendant ce temps, Elisabeth et Fourneau se retrouvent pour confronter la réalité qui vient de s'imposer à eux, et leur échange révèle immédiatement une divergence fondamentale dans leur manière d'appréhender le danger.
Là où Fourneau adopte une approche rationnelle, identifiant rapidement la logique du chantage et envisageant même la possibilité de désamorcer la situation en avouant la vérité, Elisabeth se focalise exclusivement sur la nécessité de protéger son secret, refusant toute solution qui impliquerait une exposition volontaire. Cette opposition ne relève pas seulement d'une différence de stratégie, mais d'une différence de rapport au réel, car pour Elisabeth, reconnaître cette relation reviendrait à lui donner une existence qu'elle refuse catégoriquement d'accepter. En affirmant que ce qui s'est passé n'a jamais réellement existé, elle tente de reconstruire une version du réel dans laquelle elle conserve le contrôle, mais cette tentative se heurte déjà à la matérialité irréfutable de la preuve qui circule désormais entre des mains inconnues. Dans l'ombre, sans encore se montrer directement, Sérignan a déjà pris une longueur d'avance, orchestrant une situation où chaque réaction de ses cibles contribue à renforcer son pouvoir. Ce qui n'apparaît encore que comme une menace diffuse va bientôt se transformer en un mécanisme de pression beaucoup plus concret, où le temps jouera contre Elisabeth et Fourneau, réduisant progressivement leur marge de manœuvre. Ainsi, à mesure que la journée avance, plusieurs lignes de tension se mettent en place simultanément, chacune évoluant selon sa propre logique, mais toutes convergeant vers un point de rupture inévitable. D'un côté, un chantage en train de se structurer avec une précision inquiétante, de l'autre, un triangle émotionnel instable qui commence à produire des réactions disproportionnées, et enfin, une figure comme Clara dont la perception déformée de la réalité pourrait transformer une simple rivalité en un passage à l'acte irréversible. Rien n'explose encore, mais tout est déjà en mouvement, et l'équilibre apparent qui enveloppe Montpellier ne tient plus qu'à un fil prêt à céder. Dans le prolongement immédiat de cette première onde de choc, la situation cesse progressivement d'être une simple inquiétude pour devenir une mécanique bien plus précise, presque méthodique, où chaque élément semble s'imbriquer dans un dispositif pensé à l'avance. Chez Elisabeth Bastide, l'état de tension ne retombe pas après la découverte de la photographie, bien au contraire, il s'intensifie à mesure que les implications deviennent plus concrètes dans son esprit, transformant une peur diffuse en une stratégie défensive de plus en plus rigide. Elle refuse désormais toute improvisation, toute attente passive, et cherche immédiatement à reprendre la main sur une situation qui lui échappe, même si cette volonté de contrôle repose sur des bases fragiles. C'est dans cette logique qu'elle décide de faire appel à Bernier, un intermédiaire capable d'enquêter discrètement, en lui confiant une mission aussi simple en apparence que délicate dans sa mise en œuvre, identifier l'auteur de la photographie sans laisser filtrer la moindre information. Cette exigence de confidentialité absolue n'est pas anodine, car elle traduit une hiérarchisation très claire de ses priorités. Pour Elisabeth, le danger ne réside pas seulement dans le chantage lui-même, mais dans la possibilité que cette affaire atteigne des sphères qu'elle ne contrôle pas, notamment celle de Catherine Lemierre, dont elle connaît parfaitement la capacité à exploiter la moindre faiblesse. En demandant explicitement que cette enquête reste secrète, y compris vis-à-vis de Catherine, Elisabeth tente de contenir l'information dans un périmètre restreint, espérant ainsi ralentir la propagation d'un scandale potentiel. Dans le même temps, la situation personnelle de Fourneau évolue dans une direction tout aussi instable, mais pour des raisons différentes. Là où Elisabeth se concentre sur la gestion du secret, Fourneau se retrouve confronté à une autre forme de pression, plus intime, incarnée par la douleur persistante de Valérie, qui ne parvient pas à accepter la séparation. Cette dimension émotionnelle, loin d'être secondaire, ajoute une couche supplémentaire de complexité à son état d'esprit, car elle le place dans une position où les conséquences de ses actes ne sont plus seulement stratégiques, mais également humaines. C'est précisément dans ce contexte déjà chargé que l'intervention de Sérignan devient explicite, marquant un tournant décisif dans l'évolution de l'intrigue. L'appel que reçoit Fourneau ne laisse aucune place à l'ambiguïté, non seulement en raison de la voix volontairement déformée qui souligne l'intention de dissimulation, mais surtout par la clarté du message transmis. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un maître chanteur classique, Sérignan ne manifeste aucun intérêt pour l'argent, ce qui déstabilise immédiatement Fourneau en remettant en cause ses repères habituels. La demande formulée est d'une nature différente, plus subtile et potentiellement plus dangereuse, publier une brève dans le journal Midi Libre, un geste qui, en apparence, pourrait sembler anodin, mais qui s'inscrit en réalité dans une logique de manipulation plus large, où l'information devient un outil de pression et de contrôle. En imposant cette condition, Sérignan ne cherche pas seulement à obtenir quelque chose, il cherche à démontrer sa capacité à dicter le comportement de ses cibles, transformant ainsi le chantage en un rapport de domination. La menace qui accompagne cette exigence est formulée de manière suffisamment claire pour ne laisser aucun doute sur les conséquences d'un refus. La diffusion massive de la photographie sur les réseaux sociaux, ce qui entraînerait une exposition publique incontrôlable. Cette perspective change radicalement l'équilibre de la situation,
car elle introduit un facteur de temporalité. Désormais, le temps joue contre Elisabeth et Fourneau, les obligeant à réagir rapidement sans disposer de toutes les informations nécessaires. Pendant que cette pression s'installe progressivement, une autre dynamique continue de se développer en parallèle, dans un registre émotionnel différent mais tout aussi explosif. Salomé, profondément affectée par ce qu'elle perçoit comme une trahison de la part de Pablo, ne parvient pas à stabiliser son état émotionnel. La rupture qu'elle a initiée ne lui apporte pas l'apaisement espéré, mais au contraire renforce un sentiment d'injustice qui ne cesse de croître. Dans cet état de vulnérabilité, elle se tourne naturellement vers Clara, dont la présence devient un point d'ancrage, mais aussi un catalyseur. Contrairement à une figure apaisante qui chercherait à relativiser la situation, Clara adopte une posture beaucoup plus radicale, validant la colère de Salomé et la nourrissant par des jugements tranchés qui simplifient la réalité en opposant clairement un responsable et une victime. Ce processus de validation émotionnelle joue un rôle déterminant, car il empêche toute prise de recul et enferme Salomé dans une lecture univoque des événements, où Noura devient progressivement le point de focalisation de toute la frustration accumulée. Lorsque Salomé, dans un moment de détresse, exprime l'idée que tout serait plus simple si Noura n'existait pas, cette phrase, qui pourrait être interprétée comme une exagération émotionnelle, prend une résonance particulière dans l'esprit de Clara. En effet, là où Salomé exprime une douleur, Clara commence à entrevoir une solution. Cette différence d'interprétation, presque imperceptible au départ, marque le début d'un glissement dangereux, car elle transforme une souffrance en potentiel passage à l'acte. Clara ne verbalise pas encore clairement ses intentions, mais son regard change, sa manière de percevoir la situation évolue, et surtout, sa capacité à envisager des actions extrêmes commence à se construire silencieusement. Dans le même temps, d'autres regards extérieurs commencent à capter les tensions sous-jacentes. Sabine, en observant le comportement de Pablo et les interactions autour de lui, perçoit un malaise diffus qu'elle interprète comme un possible double jeu. Son analyse, partagée avec Hugo, ajoute une couche supplémentaire à la perception collective de la situation, renforçant l'idée que Pablo se trouve au centre d'une dynamique relationnelle instable. La remarque de Hugo, teintée d'ironie, souligne cette perception d'un jeune homme qui attire les complications sans nécessairement en mesurer les conséquences, ce qui contribue à isoler davantage Noura dans une position fragile, sans qu'elle en ait pleinement conscience. Ainsi, à mesure que les différentes intrigues avancent, une convergence se dessine progressivement entre des sphères qui semblaient initialement distinctes. D'un côté, un chantage structuré, intelligent, qui place Elisabeth et Fourneau dans une position de plus en plus inconfortable, et de l'autre, une tension émotionnelle croissante entre plusieurs jeunes personnages, où la souffrance non maîtrisée commence à se transformer en impulsion dangereuse. Cette convergence ne se manifeste pas encore de manière spectaculaire, mais elle prépare le terrain pour un événement plus brutal, où les conséquences des choix individuels risquent de dépasser largement les intentions initiales. À ce stade, personne ne mesure encore pleinement l'ampleur de ce qui est en train de se mettre en place, mais les éléments sont désormais réunis, un maître chanteur qui impose son rythme, une femme prête à tout pour protéger son image, un homme pris entre rationalité et pression, et une jeune fille dont la perception déformée de la réalité pourrait transformer une simple rivalité en un acte irréversible. Et pendant que chacun avance selon sa propre logique, une certitude commence à s'imposer, discrète mais implacable, l'équilibre déjà fragile est en train de céder, et la prochaine étape ne sera plus seulement psychologique, mais physique, marquant un basculement où le danger deviendra concret. À ce stade, les tensions accumulées cessent progressivement d'être abstraites pour s'incarner dans des gestes, des déplacements, des intentions qui prennent forme dans le réel, transformant ce qui relevait encore de l'émotion en une menace tangible. Tandis que, d'un côté, la pression exercée par Sérignan continue de se structurer autour de Elisabeth Bastide et de Fourneau, une autre dynamique, plus silencieuse mais infiniment plus dangereuse, atteint un point de bascule dans l'esprit de Clara. Ce basculement ne se produit pas de manière soudaine ou spectaculaire, mais s'inscrit dans une progression intérieure où les pensées, d'abord diffuses, se cristallisent peu à peu en une logique d'action. Depuis la confession de Salomé, Clara n'a cessé de repenser à cette phrase prononcée dans un moment de détresse, cette idée selon laquelle tout serait plus simple si Noura n'était pas là. Là où Salomé exprimait une douleur, une frustration impossible à canaliser, Clara, elle, a commencé à envisager cette possibilité sous un angle différent, presque pragmatique, comme une variable que l'on pourrait supprimer pour résoudre un problème. Dans son esprit, les contours de la réalité se redessinent, simplifiés à l'extrême, réduits à une équation où la disparition d'un élément permettrait de restaurer un équilibre perdu.
Cette rationalisation dangereuse, alimentée par un sentiment d'injustice qu'elle s'approprie entièrement, la pousse à franchir une limite invisible, celle qui sépare la pensée de l'action. Pendant ce temps, totalement inconsciente de ce glissement, Noura poursuit sa journée avec une normalité désarmante, revenant de ses courses sans percevoir qu'un regard s'est posé sur elle, qu'une présence la suit à distance, discrète mais déterminée. La rue qu'elle emprunte, familière et rassurante en apparence, devient progressivement le théâtre d'une tension invisible, où chaque pas la rapproche d'un point critique qu'elle ne peut anticiper. Clara, dissimulée sous une capuche, observe, ajuste sa trajectoire, réduit la distance avec une précision qui trahit une préparation mentale déjà avancée. Rien n'est laissé au hasard dans ce moment, et pourtant, rien n'est totalement maîtrisé non plus, car l'impulsion qui la guide repose davantage sur une charge émotionnelle que sur un plan structuré. Cette ambiguïté rend la situation encore plus instable, car elle ouvre la voie à un geste irréversible sans que ses conséquences aient été pleinement intégrées. Le moment de bascule survient sans avertissement. Dans l'escalier, alors que Noura monte sans se douter de rien, la présence derrière elle se fait soudain plus proche, plus concrète, jusqu'à ce qu'un geste brusque rompe définitivement l'équilibre. La poussée est rapide, violente, dénuée de toute hésitation apparente, comme si toute la tension accumulée s'était concentrée dans cet instant unique, libérant une énergie destructrice. Le corps de Noura bascule. Pendant une fraction de seconde, le temps semble s'étirer, suspendu entre deux issues possibles, l'une irréversible, l'autre miraculeuse. Son pied glisse, son centre de gravité se déplace, et la chute devient inévitable, sauf que, dans un réflexe instinctif, presque désespéré, sa main parvient à accrocher la rampe. Ce geste, à la fois simple et décisif, transforme la trajectoire, ralentit la chute, lui permet de reprendre appui avant que l'impact ne devienne fatal. Le choc n'a pas lieu. Mais la violence de ce qui vient de se produire reste entière. Noura, encore sous l'effet de la peur, ne comprend pas immédiatement ce qui s'est passé. Son corps tremble, sa respiration s'accélère, et son esprit tente de reconstruire la séquence des événements, cherchant une explication rationnelle à ce qui ressemble d'abord à un accident. Pourtant, une sensation persiste, diffuse mais tenace, celle d'une présence, d'un contact qui ne correspond pas à une simple perte d'équilibre. Derrière elle, la silhouette a déjà disparu. Clara s'éloigne rapidement, absorbée par un mélange contradictoire d'adrénaline et de confusion, car si le passage à l'acte a bien eu lieu, le résultat n'est pas celui qu'elle avait, consciemment ou non, envisagé. L'échec partiel de cette tentative ne provoque pas un soulagement, mais une instabilité encore plus grande, car il laisse en suspens une intention qui n'a pas été entièrement consommée. Dans cet instant de fuite, Clara commence à prendre conscience de la gravité de ce qu'elle vient de faire, mais cette prise de conscience reste fragmentaire, incapable de s'imposer pleinement face à la logique qui l'a poussée à agir. Elle ne s'arrête pas, ne regarde pas en arrière, préférant s'éloigner le plus vite possible du lieu où la réalité pourrait la rattraper. Pendant ce temps, ailleurs, la pression continue de monter autour d'Elisabeth et de Fourneau, sans qu'ils aient encore connaissance de l'événement qui vient de se produire. La menace de Sérignan s'inscrit désormais dans un cadre plus concret, où chaque minute qui passe rapproche le moment où une décision devra être prise. Elisabeth, de plus en plus isolée dans sa stratégie, commence à ressentir les limites de son contrôle, car malgré ses efforts pour contenir la situation, elle ne dispose d'aucune information tangible sur l'identité de celui qui la manipule. Cette absence de visibilité renforce son anxiété, transformant son besoin de maîtrise en une tension constante qui affecte ses interactions avec les autres. Lorsqu'elle évoque la situation avec Muriel, elle laisse transparaître, malgré elle, l'ampleur du danger qui se rapproche, utilisant des termes qui traduisent une perception presque catastrophique de l'avenir. Muriel, en retour, propose un soutien pragmatique, mais ces mots ne suffisent pas à apaiser une peur qui dépasse désormais le cadre rationnel. Fourneau, quant à lui, se retrouve face à une équation de plus en plus complexe, où la menace extérieure se combine à ses propres contradictions internes. L'appel reçu de Sérignan ne cesse de résonner dans son esprit, rappelant à chaque instant que le temps est compté et que toute tentative de temporisation pourrait aggraver la situation. Ainsi, alors que deux dynamiques distinctes semblaient évoluer en parallèle, un point de convergence commence à se dessiner, non pas par un lien direct entre les événements, mais par une montée simultanée de la tension dans des sphères différentes. D'un côté, une tentative de meurtre avorté qui laisse derrière elle une victime choquée et une agresseuse instable, de l'autre, un chantage en train de se transformer en contrainte active, prêt à produire ses premiers effets concrets. À partir de cet instant, il devient évident que la situation ne pourra plus revenir à un état d'équilibre initial, car un seuil a été franchi, irréversiblement.
La violence, jusque-là contenue dans les mots et les intentions, a trouvé une première expression physique, et cette transformation change profondément la nature du danger. Ce qui n'était encore qu'une menace devient une réalité. Et cette réalité, désormais, ne dépend plus seulement des choix réfléchis des personnages, mais aussi de leurs impulsions, de leurs peurs, et de leurs erreurs, ouvrant la voie à des conséquences que personne n'est encore en mesure d'anticiper pleinement. L'instant de bascule passé, les conséquences commencent à se déployer avec une lenteur trompeuse, comme si la réalité elle-même hésitait encore à reconnaître ce qui vient de se produire. Pourtant, pour Noura, rien n'est plus comme avant. Même si la chute a été évitée, même si son corps ne porte que des traces légères de l'incident, quelque chose de plus profond a été atteint, quelque chose d'invisible mais irréversible, la perception de sa propre sécurité. En reprenant son souffle, encore accrochée à la rampe qui l'a sauvée, elle tente de reconstituer la scène avec une précision presque obsessionnelle, cherchant à distinguer ce qui relève de l'accident et ce qui pourrait indiquer une intention extérieure. Plus elle y pense, plus une certitude s'impose, diffuse mais insistante, ce geste n'était pas involontaire. Il y avait une présence derrière elle, une proximité trop nette pour être ignorée, un contact qui ne correspond pas à une simple perte d'équilibre. Ce doute, en s'installant, devient une source d'angoisse, car il ouvre la possibilité d'une agression ciblée, d'un danger qui ne serait pas ponctuel mais potentiellement récurrent. Noura, encore sous le choc, ne dispose d'aucune preuve concrète, mais son ressenti suffit à fissurer le sentiment de normalité qui structurait jusqu'ici son quotidien. Dans le même temps, Clara, éloignée du lieu de l'incident, continue d'avancer sans se retourner, comme si la distance physique pouvait suffire à effacer ce qu'elle vient de faire. Pourtant, à mesure que l'adrénaline retombe, une autre sensation prend le relais, plus difficile à contenir, une forme de vertige intérieur où l'acte commis cesse d'être une abstraction pour devenir un fait concret. Ce basculement dans la réalité ne produit pas immédiatement du remords, mais plutôt une instabilité émotionnelle, un mélange confus de justification et de trouble. Clara tente de rationaliser son geste, de le replacer dans une logique où elle aurait agi pour protéger Salomé, pour corriger une injustice, mais cette construction mentale se heurte à une évidence qu'elle ne peut totalement ignorer, elle a franchi une limite. Ce franchissement ne s'efface pas. Il s'inscrit en elle comme un point de non-retour. Pendant ce temps, l'onde de choc émotionnel continue de se propager autour de Salomé, qui, bien qu'ignorant encore ce qui vient de se passer, reste enfermée dans une souffrance qui ne trouve pas d'issue. La rupture avec Pablo n'a pas produit l'effet libérateur qu'elle espérait, mais au contraire renforcé un sentiment de vide, comme si en rejetant Pablo, elle avait aussi perdu une part d'elle-même. Clara, en la retrouvant, adopte une posture contrôlée, dissimulant ce qui vient de se produire derrière une apparente normalité. Ce décalage entre l'acte commis et le comportement affiché introduit une tension supplémentaire, car il crée une fracture entre ce que Clara montre et ce qu'elle porte désormais en elle. Dans ses mots, dans ses attitudes, rien ne trahit explicitement la gravité de la situation, mais quelque chose a changé dans son regard, dans sa manière d'écouter, dans la façon dont elle perçoit désormais Noura. Dans un autre registre, la pression exercée par Sérignan atteint un nouveau palier, devenant plus concrète, plus immédiate, à mesure que les délais implicites se resserrent. Fourneau, confronté à cette exigence de publication dans Midi Libre, ne peut plus se contenter d'analyser la situation à distance. Il doit désormais envisager des actions précises, peser les conséquences de chaque choix, tout en intégrant une variable essentielle, l'imprévisibilité de son interlocuteur. Ce qui rend la situation particulièrement instable, c'est l'absence de logique financière dans la demande de Sérignan, car cela prive Fourneau d'un levier classique de négociation. Il ne s'agit pas d'un échange, mais d'une démonstration de pouvoir, où l'objectif semble être moins le gain que la domination. Cette dimension modifie profondément la lecture de la situation, car elle implique que même une obéissance partielle ne garantit pas la fin de la menace. Chez Elisabeth Bastide, cette réalité commence à produire des effets visibles, notamment dans ses interactions avec son entourage. Lorsqu'elle échange avec Muriel, elle laisse apparaître, sous une forme à peine contrôlée, l'ampleur de son inquiétude, évoquant un scénario où tout pourrait s'effondrer brutalement si elle ne parvient pas à reprendre l'initiative. Muriel, bien qu'elle propose un soutien sincère, se trouve confrontée à une situation dont elle ne perçoit pas tous les contours, ce qui limite sa capacité à intervenir de manière efficace. Cette asymétrie d'information renforce l'isolement d'Elisabeth, qui doit gérer seule une crise dont elle ne peut partager les éléments essentiels. Parallèlement, la décision de confier une enquête discrète à Bernier commence à produire ses premiers effets, non pas en termes de résultats concrets, mais en révélant la complexité de la tâche. Identifier l'origine d'une photographie prise à distance, dans un contexte non public,
suppose un niveau de préparation et de surveillance qui dépasse largement le cadre d'un simple opportunisme, ce qui confirme l'idée que le maître chanteur agit avec méthode et anticipation. Ainsi, alors que plusieurs personnages tentent chacun, à leur manière, de reprendre le contrôle de leur situation, une dynamique inverse se met en place à un niveau plus global, où les événements échappent progressivement à toute maîtrise individuelle. D'un côté, une tentative de violence qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques laisse derrière elle une trace psychologique profonde, prête à ressurgir à tout moment, et de l'autre, un chantage qui se renforce à mesure que ses victimes cherchent à le contenir. Ce double mouvement crée une tension cumulative, où chaque action, loin de résoudre les problèmes, contribue à en générer de nouveaux, amplifiant l'instabilité générale. À ce stade, il ne s'agit plus simplement de gérer des situations isolées, mais de faire face à un système de causes et d'effets qui interagit de manière imprévisible. Dans ce contexte, une question commence à émerger, encore floue mais de plus en plus pressante. Combien de temps cet équilibre précaire peut-il encore tenir avant qu'un nouvel événement ne vienne provoquer une rupture définitive? Car si la tentative contre Noura n'a pas abouti, elle a néanmoins ouvert une brèche, et cette brèche, désormais, existe indépendamment de son résultat. Elle témoigne d'un passage à l'acte qui pourrait se reproduire, sous une forme différente, avec des conséquences potentiellement irréversibles. Et pendant que chacun tente de donner un sens à ce qu'il vit, sans percevoir encore l'ensemble du tableau, une certitude s'impose peu à peu. Les événements ne sont plus isolés, ils s'enchaînent, se répondent, et convergent vers un point où les choix individuels risquent de produire un effet en cascade impossible à contenir. À mesure que les heures passent, les conséquences des événements récents cessent d'être diffuses pour prendre une forme plus structurée, plus consciente, notamment du côté de Noura, dont l'état intérieur évolue rapidement d'une simple frayeur vers une inquiétude plus profonde, presque analytique. Ce qui, au départ, pouvait être interprété comme un accident isolé s'inscrit désormais dans une réflexion plus large, où chaque détail est réexaminé avec une attention accrue, révélant peu à peu une cohérence inquiétante. En repensant à la scène dans l'escalier, Noura ne se contente plus de revivre la sensation de déséquilibre ou le réflexe qui lui a permis de se rattraper, mais s'attarde sur les éléments périphériques, ces fragments souvent négligés qui, une fois assemblés, commencent à former une image différente. La proximité d'une présence derrière elle, la brutalité du geste, l'absence de réaction immédiate après la chute évitée, autant d'indices qui, mis bout à bout, rendent de moins en moins crédible l'hypothèse d'un simple incident. Ce processus de relecture transforme progressivement son ressenti en intuition, puis en quasi-certitude, quelqu'un a cherché à lui faire du mal. Cette prise de conscience, encore fragile, ne s'accompagne pas immédiatement d'une désignation claire du responsable, mais elle modifie profondément sa manière de se situer dans son environnement. Là où elle évoluait auparavant avec une certaine légèreté, elle devient plus attentive, plus méfiante, comme si chaque espace familier pouvait désormais cacher une menace. Dans ce contexte, les interactions avec Pablo prennent une dimension particulière, car même si leur relation semble continuer en apparence, une distance subtile s'installe, nourrie par l'accumulation des tensions extérieures. Pablo, déjà fragilisé par la rupture avec Salomé, ne perçoit pas immédiatement l'évolution intérieure de Noura, ce qui crée un décalage dans leur communication. Ce décalage n'est pas encore conflictuel, mais il contribue à isoler Noura dans sa réflexion, la poussant à chercher des réponses par elle-même, sans véritable soutien émotionnel. Cette solitude relative renforce l'intensité de ses questionnements, car elle ne dispose pas d'un cadre rassurant pour les exprimer pleinement. Parallèlement, du côté de Clara, la situation intérieure devient de plus en plus instable, marquée par une oscillation constante entre justification et inquiétude. Après le passage à l'acte, une partie d'elle continue de soutenir l'idée qu'elle a agi pour une cause légitime, en réponse à la souffrance de Salomé, mais une autre partie, plus difficile à contenir, commence à mesurer la gravité réelle de ce qui s'est produit. Ce conflit interne ne se résout pas, il s'intensifie. Chaque regard posé sur Noura, chaque mention de son nom, agit comme un rappel silencieux de l'acte commis, rendant impossible tout retour à un état d'indifférence. Pourtant, Clara ne franchit pas encore l'étape de l'aveu, ni même celle d'une reconnaissance explicite de sa responsabilité. Elle reste dans une zone intermédiaire, où la réalité est partiellement acceptée, mais jamais totalement assumée. Ce positionnement fragile est d'autant plus dangereux qu'il maintient ouverte la possibilité d'un nouvel acte, car l'absence de prise de conscience complète empêche toute véritable régulation. Clara ne se perçoit pas encore comme une menace, ce qui la rend imprévisible, y compris pour elle-même. Dans le même temps, la situation liée au chantage atteint un niveau de tension critique, où les marges de manœuvre se réduisent considérablement pour Elisabeth Bastide et Fourneau.
L'exigence formulée par Sérignan ne peut plus être ignorée, et le silence devient en lui-même une forme de réponse, susceptible de déclencher les représailles annoncées. Fourneau, confronté à cette contrainte, se retrouve dans une position où chaque option comporte un risque élevé. Publier la brève demandée revient à se soumettre à une volonté extérieure, ouvrant potentiellement la porte à de nouvelles exigences, tandis que refuser expose immédiatement à une divulgation publique aux conséquences potentiellement dévastatrices. Cette absence de solution satisfaisante crée une pression décisionnelle intense, qui affecte sa capacité à agir avec lucidité. Plus le temps passe, plus la nécessité de trancher devient urgente, réduisant l'espace de réflexion et augmentant le risque d'erreur. Chez Elisabeth, cette même pression se traduit par une tension permanente qui commence à altérer son comportement, même dans des situations où elle s'efforce de maintenir une apparence de normalité. Ces échanges deviennent plus contrôlés, plus calculés, comme si chaque mot devait être pesé pour éviter toute fuite d'informations. Malgré cela, une inquiétude croissante s'installe, car elle prend progressivement conscience que son pouvoir habituel, fondé sur la maîtrise des relations et des informations, ne s'applique pas pleinement dans cette situation. Face à un adversaire invisible, qui agit dans l'ombre et impose ses règles, ses stratégies habituelles montrent leurs limites. La mission confiée à Bernier, bien qu'essentielle, ne produit pas encore de résultats concrets, ce qui accentue le sentiment d'impuissance. Cette attente, combinée à la menace imminente, crée un état de tension prolongé qui fragilise sa capacité à anticiper les mouvements de son adversaire. Ainsi, à mesure que ces différentes dynamiques évoluent, une convergence de plus en plus nette apparaît entre les sphères émotionnelles et stratégiques, où les décisions prises dans un contexte donné produisent des effets dans un autre. La tentative contre Noura, bien que non aboutie, modifie les perceptions et les comportements, tandis que le chantage exercé par Sérignan continue de redéfinir les rapports de force entre les personnages adultes. Cette interaction entre les niveaux crée une complexité croissante, où les événements ne peuvent plus être analysés de manière isolée, mais doivent être compris comme les éléments d'un système en mouvement, où chaque action influence l'ensemble. Dans ce contexte, une tension finale commence à se profiler, non pas comme une explosion immédiate, mais comme une accumulation critique prête à se transformer en rupture, où les choix différés, les non-dits et les impulsions pourraient converger en un point unique, produisant des conséquences irréversibles. Et alors que chacun, à sa manière, tente encore de contenir ce qui lui échappe, une certitude s'impose avec de plus en plus de clarté. Le moment de vérité approche, et il ne laissera plus de place aux demi-mesures. À ce stade, toutes les lignes de tension atteignent un point où elles ne peuvent plus être maintenues dans un état de suspension, et même si aucune explosion immédiate ne se produit, l'équilibre global de la situation apparaît désormais comme profondément compromis, prêt à céder au moindre élément déclencheur. Chez Elisabeth Bastide, la pression ne se contente plus d'être une inquiétude persistante, elle devient une contrainte structurante qui influence chacune de ses décisions, chaque interaction étant désormais filtrée à travers le prisme du risque et de la dissimulation. Cette transformation est particulièrement visible dans sa manière d'anticiper les réactions de Alain, car au-delà de la peur initiale de la révélation, c'est désormais la gestion de l'après qui occupe son esprit, comme si elle cherchait à se préparer à une éventualité qu'elle refuse pourtant de considérer ouvertement. Cette contradiction interne, entre déni et anticipation, crée une tension constante qui fragilise sa posture habituelle de contrôle, laissant apparaître, par moments, des failles qu'elle s'efforce immédiatement de masquer. Du côté de Fourneau, la situation évolue vers une forme de lucidité contrainte, où la compréhension des mécanismes en jeu ne suffit plus à produire une solution viable. L'exigence imposée par Sérignan, à savoir la publication d'une brève dans Midi Libre, s'impose désormais comme une échéance incontournable, transformant le temps en un facteur de pression supplémentaire. Plus les heures passent, plus l'absence de décision devient en elle-même une décision, susceptible de déclencher les représailles annoncées. Cette logique enferme Fourneau dans un espace réduit, où chaque option comporte une part d'inconnu, rendant toute stratégie incertaine. La question n'est plus de savoir quelle est la meilleure solution, mais laquelle produira les conséquences les moins destructrices. Dans ce contexte, l'emprise de Sérignan apparaît dans toute sa dimension, non pas comme une simple menace extérieure, mais comme une force structurante qui redéfinit les comportements de ses cibles, les poussant à agir selon un cadre qu'il a lui-même défini. Cette domination indirecte, invisible mais efficace, constitue l'un des éléments les plus déstabilisants de la situation, car elle prive Elisabeth et Fourneau de leur capacité à reprendre pleinement l'initiative. Parallèlement, les conséquences de l'agression subie par Noura continuent de se développer sur un plan plus intime, mais non moins déterminant. Ce qui n'était au départ qu'une intuition s'est transformé en conviction,
et cette conviction modifie en profondeur son rapport aux autres, mais aussi à elle-même. En observant son environnement avec une attention accrue, Noura commence à repérer des incohérences, des attitudes, des regards qui lui semblaient auparavant anodins mais qui prennent désormais une signification différente. Ce processus de relecture, typique d'un esprit confronté à une menace, l'amène progressivement à réduire le champ des possibles, à envisager des hypothèses qu'elle n'aurait jamais formulées auparavant. Sans disposer de preuves formelles, une figure commence à émerger dans son esprit. Celle de Clara. Ce lien ne s'impose pas immédiatement comme une certitude, mais comme une possibilité suffisamment plausible pour orienter ses réflexions. La proximité entre Clara et Salomé, le contexte émotionnel tendu, la violence de la rupture avec Pablo, autant d'éléments qui, mis en perspective, dessinent un scénario cohérent. De son côté, Clara continue d'évoluer dans une zone d'instabilité où la conscience de son acte ne parvient pas à s'imposer de manière structurée. Le souvenir du geste, de la poussée, de la chute évitée, revient par fragments, sans jamais se fixer complètement, comme si son esprit cherchait à en atténuer la portée. Pourtant, cette tentative d'évitement ne supprime pas la tension, elle la déplace. Chaque interaction avec Noura devient potentiellement dangereuse, non pas en raison d'un risque immédiat de confrontation, mais parce qu'elle confronte Clara à une réalité qu'elle ne peut totalement ignorer. Cette situation crée un déséquilibre interne qui la rend imprévisible, oscillant entre un besoin de normalité et une incapacité à retrouver un état émotionnel stable. Dans ce contexte, la moindre étincelle pourrait suffire à provoquer une nouvelle rupture, d'autant plus que Salomé, toujours enfermée dans sa souffrance, continue d'alimenter indirectement cette dynamique en maintenant une vision conflictuelle de la situation. Ainsi, à mesure que ces différentes trajectoires convergent, une configuration globale se dessine, où les tensions individuelles s'additionnent pour former un système instable, prêt à produire un effet en chaîne. Le chantage de Sérignan, la fragilité psychologique de Clara, la prise de conscience progressive de Noura, et l'isolement stratégique d'Elisabeth constituent autant de forces en interaction, chacune susceptible d'amplifier les autres. Ce qui rend cette situation particulièrement critique, c'est l'absence de régulation externe capable de contenir ces dynamiques, laissant les personnages évoluer dans un espace où leurs décisions, leurs erreurs et leurs impulsions deviennent les principaux moteurs des événements. À ce stade, une rupture apparaît inévitable, non pas comme un événement isolé, mais comme le résultat d'une accumulation de tensions qui ne peuvent plus être absorbées. La question n'est plus de savoir si quelque chose va se produire, mais quand et sous quelle forme. Et dans cette attente, chaque silence, chaque regard, chaque décision prend une importance accrue, car il peut, à lui seul, faire basculer l'ensemble.